Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Dites-moi tout. Je l'ai toujours dit, c'est une émission circonstancielle. On la tourne quand il s'agit de parler des questions importantes. Et comme aujourd'hui, on va parler de 4 grands sujets qui font le tour, n'est-ce pas, de nos salons de tous les jours. Nous parlons de ça. Il y a la question d'abord du gouvernement. Ce gouvernement qui a été publié, le premier conseil des ministres a eu lieu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les ministères vont savoir exactement faire leur boulot comme il faut? Quand on peut parler de cette contradiction entre le ministre des Affaires foncières, pardon, des Affaires sociales et le gouverneur du Katanga, je veux dire Lomami, qui pense, pardon, Tanganyika, qui pense qu'il y a eu 10 morts, d'autres parlent de 13 morts. Bref, il y a quand même une certaine contradiction au sujet de morts. Est-ce qu'il y a un problème de coordination? On en parlera dans cette émission. La question de la xénophobie, ces barbaries qui ont vu le jour disons, en Afrique du Sud, qui a coûté la vie à plusieurs Africains, on en parlera. Et puis cette affaire de 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, on en parlera. À la fin, nous allons aussi parler de la proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition sur la corruption. Comment faire pour arrêter ou pour trouver des solutions exactes à la question de la corruption. Mesdames et messieurs, je reçois pour une énième fois le professeur Mbata. Oui, les gens ont dit, mais c'est le parrain de Congo Buzz. Finalement, il est toujours là. Oui, il est là quand on a des questions à lui poser et je me fais l'honneur de le recevoir. Bonjour et bienvenue, monsieur le professeur. Bonjour Christian, je crois qu'il faut soutenir Congo Buzz. Ce n'est pas qu'on soit parrain ou pas, mais c'est quand une activité est faite, oui, il faut essayer d'encourager le travail qui est fait. Merci, et dans la mesure où il contribue tant soit peu au changement de mentalité aussi dans notre pays. Merci monsieur le professeur, parlons-en. Le changement, c'est aussi le nouveau gouvernement qui est là. Votre nom, on ne le trouve pas. Est-ce que vous êtes gêné du fait que vous ne vous retrouviez pas dans cette liste? Non, je ne suis pas gêné. Je suis plutôt surpris que plusieurs personnes estiment que j'aurais pu être là. Ce qui est une très bonne chose. Mais je crois que on est là, on est en réserve de la République. Il faut souhaiter une bonne chance au gouvernement. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire. J'espère qu'ils seront à la hauteur. Le programme du gouvernement a été approuvé. Le gouvernement a été investi. Et effectivement, c'est un programme un peu en deçà des ambitions du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais on espère qu'ils vont se mettre au travail. Et vous savez qu'au niveau de l'Institut, nous avions tenu compte, nous avions fixé, ou nous avions proposé un certain nombre de critères pour être membre du gouvernement. Et ces critères, tant soit peu, on a essayé de s'y conformer, mais disons qu'on donne la chance à ce gouvernement, qu'on voit de quoi ils sont capables. Dans tous les cas, on connaît l'objectif essentiel, et Félix Tshisekedi l'avait fixé, et on le lui rappelle lui-même tout le temps, le peuple d'abord. Et on va voir comment ce gouvernement, donnons-lui la chance, mais qu'il se souvienne qu'il n'a qu'une mission, servir le peuple d'abord. Est-ce que ce peuple d'abord n'est vraiment pas une sorte je veux dire, d'opium? On essaie de mentir à ce peuple pour lui dire c'est vous d'abord, mais en réalité c'est pas eux d'abord. Est-ce que quand vous dites que le gouvernement n'a pas l'ambition, ne reflète pas l'ambition du président, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que le président était incapable de faire son propre choix? Non mais écoutez, il s'agit d'une coalition ici, et il s'agit d'une coalition, vous avez une majorité parlementaire qui est un peu différente de la majorité présidentielle. Et le président de la République était tenu au respect de la Constitution. Vous savez, au terme de l'article 78 de cette Constitution, le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Et après consultation de celle-ci, c'est ce qu'il a fait. Évidemment, il y a des ministres, on peut parler d'un ministre ou de l'autre, mais ce sont des noms qui ont été proposés par le Premier ministre. Et le président de la République n'a fait que nommer un gouvernement tel qu'il était proposé. Évidemment, il y avait certains noms qui ne devaient pas revenir. Il a passé un peu à la loupe. Il y a certains noms de personnes qui ont toujours cru qu'ils devaient être au gouvernement, alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose dans ce pays. Ceux-là, je crois, ils ont été recalés par le président de la République. Mais à côté, il y a des noms qu'on a vus, mais des noms qui n'avaient absolument aucune expérience. On va dire aucune expérience, aucune personnalité politique. Quand on voit des noms de novices, par exemple, est-ce qu'il fallait compter sur le novice ou il fallait compter sur une sorte d'expérience intellectuelle, académique, un bagage assez politique rassuré? Bon, mais je crois, j'ai toujours dit, tout le monde ne peut pas être au gouvernement. Ouais. D'abord, ce qui était étonnant dans ce pays, c'est de voir l'attente. Comment les gens attendaient un gouvernement. C'est un peu comme si c'était la fin du monde. Les gens ne criaient que par le gouvernement. À quand le gouvernement? Jamais, je vous avais dit la fois passée, je n'ai jamais vu un pays
quand on nomme un gouvernement dans un pays, mais ça les gens vont vaquer à leurs occupations. Bon, le gouvernement est là et... C'est quand même 8 mois, 7 mois, on n'avait pas de gouvernement. Bon, mais maintenant... Pour la première fois. Pour la première fois, mais je n'ai pas vu les gens manifester le même enthousiasme. Mais disons ceci, il y a un gouvernement qui est là. Le peuple d'abord n'est pas un slogan. On va les tenir à l'œil. Les incompétents, ils vont sûrement se retrouver en dehors du gouvernement. C'est un langage qu'on a entendu depuis 1960, donner la chance, donner la chance, donner la chance. Est-ce qu'on va continuer à donner la chance à Mais cette fois-ci, c'est différent. Quelle est la différence? C'est quand on dit le peuple d'abord, ce n'est pas que vous attendez, c'est un peuple actif. C'est un peuple dynamique. C'est un peuple qui surveille. Vous allez parler de 15 millions et d'autres sujets. C'est un peuple qui surveille, un peuple qui ne dort pas sur ses lauriers. Et tous ces gens qui sont maintenant aux affaires, ils doivent comprendre qu'ils sont au service du peuple. Le peuple doit surveiller chacun d'eux dans sa gestion parce qu'on ne doit plus. On en a assez de la corruption dont on va parler tout à l'heure. On en a assez du trafic d'influence. On n'entre pas au gouvernement pour s'enrichir. Mais vous avez quand même suivi des ministres comme Steve Mbika qui dit par exemple, j'ai été nommé par Kabila, je remercie Kabila pour m'avoir nommé, je remercie Félix Tshisekedi pour m'avoir nommé. Alors on ne comprend plus rien, c'est une distraction totale. Le peuple ne sait plus qui l'a effectivement nommé. Bon, mais il est du FCC, donc c'est son autorité morale. Mais vous savez, les gens ne pouvaient donner que les meilleurs de... Si vous n'avez pas d'excellents parmi vous, vous donnez quand même ceux qui ne sont pas très mauvais. Mais dans tous les cas, ils sont là-bas. Le président de la République, il n'y en a pas deux, on l'a dit. Il n'y a qu'un seul président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Les autres, ils continuent de rêver, ils vont rêver. Bon, évidemment, laissez aux gens le temps de rêver. Il n'y a qu'un président de la République qui doit s'assumer et qui, j'espère, il va continuer à s'assumer. Il n'y a pas de président de la République. Je ne voudrais pas, monsieur le professeur, vous ramener dans un débat d'hommes, surtout des noms des gens, mais je voudrais quand même essayer un peu de parler de deux ou trois noms. Je parle de l'absence, par exemple, de Matata Mpognon, de M. Bouchab, des autres qui n'ont pas été repris par le président. On dit que le président a dit non à ces noms-là. Mais comment on trouve d'autres personnes qui ont échoué lamentablement dans l'ancien gouvernement avec M. Tchibala, mais qui sont revenus quand même? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient de l'opposition, il y a eu une petite nostalgie? Je parle de M. Thomas Lohaka, je parle de M. Steve Mbika, de M. Jean-Lucien Boussa. Est-ce que c'est parce qu'ils ont appartenu à une certaine époque à l'opposition que M. Fachi était quand même assez complaisant avec eux? C'est ça? Ou il y a eu un autre registre qu'on n'a pas tenu compte? Bon, je ne sais pas, mais je pense qu'il venait d'une famille politique. Oui. Si M. Kabila estime que ce sont les meilleurs qu'il avait, quand on renvoie la liste, lui-même il vous retourne les mêmes noms. S'il estime que ce sont les meilleurs qu'il avait, évidemment, voyons-nous, ils sont maintenant à l'œuvre. Nous allons voir comment ils travaillent. Et vous leur donnez combien de temps, personnellement? Bon, je leur donne, je ne sais pas, c'est à eux-mêmes de se donner du temps. Parce qu'on ne sera pas tolérant envers ce gouvernement. Envers qui que ce soit, de la même façon que le peuple ne doit pas être tolérant envers les députés. Non, on ne doit pas être tolérant envers les députés nationaux, envers les sénateurs, envers l'administration. Le peuple, parce que nous disons le peuple d'abord, il doit être exigeant. Et ce gouvernement, s'il n'arrive pas, surtout ceux qui viennent du FCC, s'il n'y a pas un changement de mentalité, on en reparlera. S'ils pensent que nous sommes dans l'ancien temps, où il fallait s'enrichir, où il fallait passer, faire de la propagande sans travailler, je crois qu'ils vont perdre leur poste. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas trop exigeant, vous n'êtes pas moins exigeant vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Est-ce que vous n'êtes pas trop tolérant vis-à-vis de Félix Tshisekedi en essayant d'expliquer tout ce qu'il fait, même dans les faiblesses, même là où il aurait pu frapper, il ne frappe pas? On a comme l'impression que, monsieur le professeur, vous êtes beaucoup plus complaisant, beaucoup plus, je veux dire, tolérant, je veux dire ça comme ça. Non, vous savez, Félix Tshisekedi travaille dans un environnement difficile. Qu'il a choisi lui-même? Non, qu'il n'a pas choisi, que le peuple a imposé. Et maintenant, le peuple est surpris, parce que les gens posent des questions, mais pourquoi il fait ça? Mais vous savez, si le peuple avait donné une majorité au président Félix Tshisekedi, il vous aurait donné le gouvernement tel qu'il voulait. Mais le peuple, évidemment, avec tout ce qui s'est passé à la CENI et ainsi de suite, a envoyé une autre majorité. Eh bien, c'est une personne respectueuse de la Constitution. Il est obligé de s'y conformer. Mais ce gouvernement tel que vous voyez, ce n'est pas le gouvernement tel que Félix Tshisekedi l'aurait voulu s'il avait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Vous ne prenez pas en compte le hold-up électoral dans ce cas? Bon, je crois qu'il y a eu plusieurs facteurs, notamment la Cour constitutionnelle, on l'a vu. Et vous savez, on vient d'un système. Et les jalons étaient déjà posés par l'ancien régime.
C'est l'ancien régime qui avait mis en œuvre toutes les différentes manœuvres, ce qu'on a vu à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, c'est un héritage du passé. Évidemment, il y a eu aussi la CENI qui a tripoté beaucoup de choses. Donc, le président de la République, d'une façon ou d'une autre, doit travailler dans un environnement difficile. Mais je crois qu'avec la détermination, il devrait s'en sortir. Il devrait s'en sortir parce que c'est lui, l'élu de la nation. Donc, on ne dit pas qu'on est tolérant, mais on comprend un peu la situation dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire, vous avez été élu président de la République et en face de vous, vous avez une majorité qui vient essentiellement de l'ancien régime. Et comment on va travailler? Parce qu'il faut dire que le climat est quand même assez tendu, monsieur le professeur. Quand on a un ministre de la Défense et qu'on a un autre ministre délégué à la Défense, quand on a un ministre de la décentralisation, même quand on a un ministre de l'Intérieur, on se pose une question, est-ce qu'ils ne vont pas se marcher dessus? Bon, il y aura des problèmes, mais attendons d'abord. Il doit y avoir une ordonnance présidentielle qui répartit les compétences. Et c'est là qu'il y aura un peu de quoi, mais je crois qu'ils doivent trouver le temps ou trouver, réfléchir là-dessus, ou bien chercher une consultation ou des experts qui puissent les aider à démarquer les compétences. Ça, oui. Parce que 67 ministres, 66 ou 65, avec plusieurs ministères, il y aura absolument des conflits de compétences. Et il faudra une ordonnance claire qui répartisse les compétences entre les différents ministères. Parce qu'il y a un danger que l'un fasse le travail de l'autre et qu'on se retrouve dans une sorte de kermesse. Est-ce que ça va présager la faiblesse du président Félix Tshisekedi ou ça va revenir dans la conscience collective ou dans la conscience de chaque ministre? Non, mais vous savez, le président de la République est le chef de l'État, mais il n'est pas le chef du gouvernement. Il n'est pas le chef du gouvernement. Donc, on va voir, ils ont dit qu'ils sont au service, tout le monde a adopté le peuple d'abord. On va voir comment ils vont travailler, ils vont se mettre ensemble. Mais comme je l'ai dit, donnons-nous leur chance. Et vous avez dit que moi-même, j'aurais pu être là, même être Premier ministre, mais je ne suis pas là. Si je critique trop, on risque de dire, voilà, le pauvre, et ceci, cela. Mais évidemment, je suis très bien à l'Assemblée nationale et évidemment dans mes universités. Alors, on va parler d'un autre point important, parce que là, il faut parler de cette question du gouvernement, c'est vrai, mais qui nous renvoie à une autre question de la xénophobie. Est-ce que vous pensez que les Congolais qui vivent à l'étranger sont pris en charge par une politique intérieure? Non, mais je pense, nous n'avions pas d'État dans ce pays. C'est-à-dire un État effectif. Nous avions un État, je voudrais dire ceci, que le gouvernement qu'on avait dans le passé, ce n'était pas un gouvernement qui s'est préoccupé essentiellement du sort des Congolais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora. Et vous savez, par exemple, lorsqu'ils ont négocié l'ancien régime, lorsqu'ils ont négocié avec l'Afrique du Sud, c'était pour que la suppression des visas seulement pour les fonctionnaires de l'État et pour les ministres, mais pas pour le peuple. Alors que dans le cadre de la SADC, on devait lutter pour la suppression des visas, comme il n'y en a pas entre nous et le Zimbabwe, par exemple, il n'y a pas de visa. Non. Je voudrais dire qu'il faut qu'on retourne notre ministère des Affaires étrangères. Mais quelle était notre diplomatie? Mais la plupart de nos ambassadeurs, d'abord, ils sont dans de mauvaises conditions. Il y en a qui sont des locataires, il y en a qui n'étaient pas bien payés. Et en plus, il y a des affairistes qui ne font que des affaires. Alors ça marche bien parce que vous enseignez en Afrique du Sud, pas seulement vous êtes résident, mais vous enseignez en Afrique du Sud, vous avez passé beaucoup de temps en Afrique du Sud et vous avez publié dans cette revue la xénophobie, il faut rappeler, avant que les émeutes commencent là-bas. Monsieur le professeur, dites-nous, qu'est-ce qui se passe exactement en Afrique du Sud? Est-ce un héritage post-apartheid? Est-ce un conflit des tribus? Est-ce une haine contre les autres ou une peur contre l'inconnu? C'est quoi exactement? Bon, il faut dire, il y en a qui confondent, qui me prennent même pour un Sud-Africain, mais je suis aussi congolais et Sud-Africain, oui. Et aussi un peu nigérien, comme disait l'autre. Nous sommes des Africains. Oui. Nous sommes des Africains. J'ai été particulièrement touché par ce qui s'est fait en Afrique du Sud, non pas parce que j'enseigne là, et vous le savez sûrement à partir de vos recherches. Je suis le premier professeur noir de droit public à l'Université d'Afrique du Sud, et mettez-vous dans ma peau. Moi qui contrôle, qui dirige, moi qui supervise les travaux de plusieurs Sud-Africains, moi qui dirige plusieurs thèses de doctorat de Sud-Africains, moi qui encadre plusieurs Sud-Africains parce que je suis dans ma faculté, j'ai dit non seulement le premier noir, je ne suis pas Sud-Africain, je suis un peu comme un coopérant là-bas. Donc, moi qui encadre tous ces Sud-Africains pendant des années et voir ce qui s'est passé, mais je ne pouvais qu'être... c'était vraiment... J'étais très touché à moi-même. Et j'ai même écrit à l'université. Est-ce que vous vous considérez comme un prophète des malheurs finalement? Parce que vous avez écrit avant que non, ici, vous parlez justement de ce numéro, la revue, le dernier numéro de la revue africaine, la démocratie et la gouvernance. Pour ceux qui ne le savent pas,
c'est l'unique revue internationale bilingue qui paraît dans ce pays qu'on appelle la RDC. Et c'est ça la recherche. Et pour ceux qui la voient, vous avez sûrement des professeurs d'université, des chercheurs, des gens qui vous disent on ne sait pas publier, nos universités ne sont pas rangées parmi les meilleures, mais voilà les publications. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer que cette revue est publiée au Congo et la plupart des articles viennent des universitaires nigériens, sud-africains, kenyans et ougandais, comme si au Congo on ne savait pas publier. Bon, laissons la revue. Maintenant, j'ai écrit là-dessus, c'était un article, il y en a deux d'ailleurs qui concernent ça. Il y a un article de Oboshi Ageno, qui est un chercheur à l'Université d'Afrique du Sud, qui a écrit sur Ubuntu, Xenophobic Violence and the African Ubuntu Philosophy in South Africa. Et moi-même, j'ai écrit un autre article, c'est Xenophobia and Migration in Apartheid South Africa. Vous avez écrit en anglais? En anglais, la revue est bilingue. Oui. Et là, il y a 4 mois déjà, j'ai pressentais que j'étais en train d'arriver. Vous savez, un universitaire, un intellectuel digne de son nom, doit, à partir d'une analyse objective, essayer de prévoir la situation. Vous n'allez pas dire que je suis encore un prophète. Ben parce que je l'ai dit. Oui, quand je vous disais, j'ai dit dans ce pays que M. Kabila n'aurait pas un deuxième mandat. Les gens me prenaient pour un fou. Un troisième mandat, c'était clair. Ben, il a eu partie du troisième mandat. Non, il n'en a pas eu. Non, il n'en a pas eu. Il n'en a pas. Okay. Donc, j'étais clair. La même chose, je disais que ça pouvait arriver parce qu'en Afrique du Sud, effectivement, il y a un problème de xénophobie. Mais qu'il ne faut pas non plus trop exagérer. Parce que dans ce pays, vous avez eu des problèmes au Katanga où les Congolais vous êtes tués. Comme des insectes. Oui. Et il y a des problèmes à l'est du pays où nous nous tuons aussi. Mais ça, ce n'est pas pour la xénophobie. Ici, ce n'est pas acceptable, c'est ce que je dis. Mais pourquoi? Elle est basée sur quoi, en fait? Elle est basée sur quoi? Mais c'est parce que les Noirs sud-africains pensent que les autres Africains, et ce n'est pas, disons, c'est l'afrophobie. L'afrophobie, c'est la haine d'autres Noirs. Parce que je crois Alors, ce qui se passe ici, ils pensent que les Africains qui viennent d'autres pays, qui sont mieux éduqués, qui sont mieux outillés, et qui ont beaucoup plus de talent de faire des affaires, les skills, ils prennent leurs jobs, ils prennent leurs emplois. Ils vont même dans les townships, ils vendent des choses. Eux, ils prospèrent, les Africains venant d'autres pays, alors que les Sud-Africains, pour l'essentiel, ils n'ont pas de travail, surtout ceux qui n'ont pas. Alors, ils trouvent l'Africain qui vient d'autres pays, il devient un bouc émissaire. Mais pourquoi ils ne s'en prennent pas aux Maghrébins? Pourquoi ils ne s'en prennent pas aux Pakistanais? C'est ce que je dis, c'est l'afrophobie. Oui. C'est l'afrophobie parce que l'afrophobie, ici, surtout là, ce sont les Noirs. Ils s'en plaignent essentiellement aux Noirs. Parce que ce sont eux qui trouvent et qui sont dans leur milieu, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est condamnable. C'est absolument condamnable parce que l'Afrique du Sud a bénéficié de l'apport d'autres pays africains. Mais que disent les professeurs sud-africains? Bon, les professeurs sud-africains, mais je dis, je suis professeur sud-africain. Vous êtes congolais. Que disent les professeurs sud-africains? Des souches, en fait. Bon, les collègues, je vous ai dit, bon, ils ne peuvent dire, ils condamnent. La plupart condamnent. Et je vous ai dit que dans mon université, tous les autres viennent après moi, je les encadre. Je ne peux pas exagérer, mais je l'ai dit, et c'est vérifiable, en droit, c'est moi qui encadre, c'est moi le plus élevé. C'est moi qui ai le grade le plus élevé. Mais ils sont aussi choqués. Mais ça vient essentiellement des masses. Et vous voyez, ils trouvent, quand le gouvernement n'arrive pas à remplir ses promesses, alors l'étranger, surtout le noir qui vient d'autres pays, devient une sorte de bouc émissaire. Et on l'a vu avec Thabo Mbeki, on a vu avec Zuma et maintenant avec Ramaphosa. Mais au contraire, avec Mandela, ce sont des choses qui ne pouvaient pas arriver. Parce que vous avez effectivement été sur Mandela. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, à l'époque de Mandela, qu'on ne retrouve pas ces cas et que dans les autres... Mandela, c'était un homme exceptionnel, vous ne pouvez pas comparer. Et je l'ai dit dans un livre, vous n'aurez pas un autre Mandela dans 50 ans. Hein? C'était un homme exceptionnel, bon, je ne sais pas, j'ai fait le commentaire que je pouvais, mais c'est quelqu'un qui avait lutté, quelqu'un qui savait qu'il avait bénéficié de l'apport. L'apport d'autres Africains était essentiel à la fin de l'apartheid. Et on a parlé de l'Organisation de l'Unité africaine. Vous voyez encore les gens comme les personnalités comme Mobutu, comme Nyerere et d'autres ont joué, et même Robert Mugabe qui vient de disparaître, ils ont joué un grand rôle dans la fin de l'apartheid. Les gens comme les Zuma et les Thabo Mbeki, mais ils ont grandi, ils ont été formés dans les camps en Zambie. Donc, ils savent quel a été l'apport d'autres Africains. Et vous savez même, lorsque vous voyez les hymnes nationaux des pays africains, bon,
ils sont souvent dans les constitutions. Je vous dis que j'ai une cinquantaine de constitutions sur ma table. Mais l'Afrique du Sud, son hymne national, Nkosi Sikeleli Africa. Vous savez, ça se dit en français? Non, pas du tout. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ce n'est pas des bouts congolais. Nous avons des bouts congolais. Les autres ont la congolaise ou la béninoise. Mais l'hymne national de l'Afrique du Sud est intitulé Que Dieu bénisse l'Afrique. Et c'est tout un symbole. Mais Dieu ne bénira pas l'Afrique avec la xénophobie, Alors, malheureusement. Dieu, et ça, c'est effectivement l'opposé de la philosophie Ubuntu. Donc, il faut dire que ça, ce n'est pas ces brigands, ces délinquants qui ont fait ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud. Ils ne représentent pas la majorité des Sud-Africains. Et vous n'avez pas peur des représailles? Et quel Parce que représente? vous vivez là-bas. Non seulement je vais donner mon cours dès la semaine prochaine, je serai à l'université. Et vous n'avez pas peur? Vous n'êtes pas inquiété? Est-ce que ça se passe dans toutes les villes ou il y a Non, c'est dans quelques villes et dans les townships. Mais nous devons rendre des services. C'est pourquoi j'étais choqué. Mes étudiants m'attendent. Hein? Mes étudiants m'attendent comme on attendrait ici un Américain ou on attendrait un Belge qui vient vous donner cours. Mes étudiants m'attendent, je dois rentrer. Parce que nous sommes des Africains, il nous faut casser ces histoires de frontières. Et je crois que le débat en Afrique du Sud permet de penser à un autre débat. Est-ce que ces petits pays africains, lorsque vous voyez les États-Unis ensemble, l'Europe ensemble, est-ce que l'Afrique peut se développer avec des petits pays comme le Burundi, un peu comme des îlots, le Rwanda, le Gabon? L'Afrique, il faut un peu songer au rêve des pères de l'indépendance. Le rêve des États-Unis d'Afrique. Il nous faut absolument abolir les frontières. Il nous faut construire, il faut unir, c'est Nkrumah qui le disait, Africa must unite. Mais pour cela, nous avons besoin d'un bon leadership. Je pense que le leadership de Ramaphosa a failli. Je pense aussi que le leadership au Congo a failli. Parce que comment est-ce que vous expliquez le Congo, l'un des pays les plus riches de la planète, avec beaucoup de si nombreux Congolais en Afrique du Sud, alors qu'ils pouvaient être ici au pays en train de travailler pour le développement du pays? Comment vous pouvez expliquer, le président Félix Tshisekedi va dans 3 jours, il sera en Belgique, comment vous expliquez cette masse incroyable des Congolais à Bruxelles, vous êtes estimé, alors qu'ils devaient, donc c'est une faiblesse. 12 millions d'habitants, 12 millions de Congolais qui vivent à l'étranger. Mais c'est quand même beaucoup. Mais c'est une faillite de leadership. C'est-à-dire le leadership, nos dirigeants ont failli. Pourquoi est-ce qu'ils sont à l'extérieur? Ils sont à l'extérieur parce qu'ici c'était la dictature, ici c'est la corruption, c'est le détournement des deniers publics. Ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à améliorer les conditions de vie de la population. C'est pourquoi les gens vont chercher ailleurs. Vous les trouvez en Afrique du Sud, vous les trouvez en Europe, vous les trouvez aux États-Unis, vous les verrez nombreux encore en Belgique lorsque le président y va. Très bien. C'est ça le problème. On va avancer, monsieur le professeur. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant penser à des sanctions contre la politique sud-africaine, des embargos peut-être, l'Union africaine qui prendra des décisions? Est-ce que vous êtes d'accord avec la position des Nigérians, des Éthiopiens et des autres pays africains qui protestent? Mais elle est compréhensible. Écoutez, mon cher ami, le Congo fait partie de la SADC, et l'Afrique du Sud de la SADC. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réunion urgente de la SADC pour réfléchir sur la situation en Afrique du Sud? Ils ont peur de l'Afrique du Sud. J'ai vu la réaction du président Félix Tshisekedi. Bon, évidemment, si j'avais été consulté, j'aurais demandé, monsieur le président, de demander une réunion extraordinaire de la SADC pour réfléchir sur ces situations. Et on devait avoir une réunion extraordinaire de tout le SADC. Prenons l'Union africaine. L'Union africaine, j'ai appris, il doit y avoir un sommet. C'est le comité de paix qui doit se réunir. Il faut se réunir parce que ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud, on doit y mettre un terme. L'Afrique du Sud doit être sanctionnée. Et moi, lorsque je repars, c'est ça le discours que j'ai. Et vous savez, je tiens le même discours au Congo, en Afrique du Sud. Espérons qu'on va vous écouter sur la question. Bon, je dis, mais pour autant que j'utilise ma qualité, vous avez fait venir, vous avez engagé dans votre faculté de droit un premier poisson noir qui est congolais. Pourquoi ne pas respecter le Congolais? Mais ce sont les gens qui vous ont quand même envoyé des professeurs. Il n'y a pas que moi. Il y a environ 400 médecins congolais en Afrique du Sud. Ils sont là comme ils assistent. Ils font un travail énorme. Mais il y a un problème, monsieur le professeur. On ne nous dit pas combien de Congolais ont été tués. C'est aussi le problème. Aucune statistique ne prouvait là. Le Nigeria connaît le nombre de gens qui ont été touchés. Mais nous, Congolais, nous ne savons même pas le nombre de Congolais qui ont perdu la vie. C'est un problème. Vous avez dit qu'il y a un nouveau gouvernement. Il faut qu'on travaille sur la diplomatie. Que font nos ambassadeurs à l'extérieur? Effectivement, il faut leur donner des moyens. Il y en a il faut voir les ambassades. Allez à l'extérieur, vous voyez, regardez seulement le bâtiment d'une ambassade, vous saurez de quel pays il s'agit. Mais le Congo-Brazzaville,
a une ambassade plus propre que la République démocratique du Congo à Pretoria. C'est comme un flat. Pourtant, un petit pays. Mais oui. Et allez comparer l'ambassade du Rwanda en Afrique du Sud et l'ambassade de la RDC. C'est n'importe quoi. Donc, il faut qu'on s'occupe de nos missions diplomatiques, qu'on leur donne des moyens, qu'on améliore les conditions, et en même temps, n'importe qui ne doit être ambassadeur. Qui doit être ambassadeur? Les ambassadeurs, ce sont des gens qui comprennent d'abord la philosophie. Être un ambassadeur, c'est être représentant de son pays. C'est être à l'écoute de son peuple, qui est à l'extérieur. L'ambassadeur doit être en mesure de vous dire, il y a combien de Congolais en Afrique du Sud? Parce qu'il se réunit avec eux. Parce que quand il y a la fête nationale du Congo, il est en mesure de les recevoir. Moi, j'assiste, quand je suis à Pretoria, à plusieurs fêtes de l'indépendance. Même l'Algérie, l'ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud, la fête de l'indépendance d'Algérie, mais il appelle toute la communauté algérienne. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous. On a affaire à des affairistes. Certains ambassadeurs, il y en a qui font un grand travail, comme l'ambassadeur en Éthiopie ou dans d'autres pays, mais dans plusieurs de nos pays. Mais ce sont des affairistes, ils sont là pour amener des hommes d'affaires, trafiquer. Non, on ne doit pas avoir des affairistes, ni dans les ambassades, ni dans ce gouvernement qu'on vient de faire. Il ne devrait pas y avoir de la place pour les affairistes. Que diriez-vous au président de la République, monsieur le professeur? C'est ce que je dirais au président de la République. Exactement. Mais il faut changer. Il faut changer. Il faut d'abord une conférence diplomatique. Que le président de la République, il les appelle, il fasse une conférence, qu'on rappelle un peu tous nos ambassadeurs à l'extérieur. Au cours d'une conférence, on pourrait leur donner un séminaire. Il faut compter aussi. Pour leur dire quelle doit être maintenant la nouvelle diplomatie. Mais il faut compter aussi avec le FCC Cash. Quel message? La répartition. Quoi? Ça sera la répartition FCC Cash. Mais le FCC doit s'aligner quand même. Parce que le président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Il n'y a pas une autorité morale qui soit président de la République. Non. Il faut le président de la République qu'il rappelle avec ce gouvernement une réunion, une conférence des ambassadeurs, qu'on rappelle tous les ambassadeurs congolais à l'étranger pendant 3 jours ici, qu'il leur explique la nouvelle vision. Parce que quel message, s'ils ne sont pas formés, quel message vont-ils transmettre? Et vous voulez, on doit lutter contre les antivaleurs. Mais tous ces gens, même dans les ambassades, sont moulés dans les antivaleurs. Il faut les rappeler, il faut les former, leur dire qu'est-ce que ça signifie être ambassadeur du Grand Congo et quelles doivent être les relations entre ces ambassadeurs avec la communauté congolaise à l'extérieur. Merci, monsieur le professeur. Alors, nous allons passer à un autre débat, à une autre question très sensible. C'est la question des 15 millions de dollars. Monsieur le professeur, je vous pose la question très rapidement. Où sont passés les 15 millions de dollars? Bon, les 15 millions de dollars, on en parle. J'ai appris que la justice a été saisie. D'abord, le travail a été fait par les inspecteurs des finances. On ne doit pas trop critiquer la forme. Le problème, on doit savoir où sont les 15 millions. C'est l'argent du peuple congolais. J'ai appris. À la question. Il a dit là que l'argent n'est pas perdu. L'argent est là. J'ai appris. Moi, je n'ai pas suivi l'interview de... Jeune Afrique, il a accordé l'interview. L'argent est là, il est où? Mais c'est là ce que vous devez savoir. Bon, ça, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai appris que la justice a été saisie. Okay. Et dans ce dossier, tout le monde est présumé. Il y a le principe de la constitutionnel, d'ailleurs, la présomption d'innocence. Oui. Ils sont présumés innocents. Mais pour autant que la justice a été saisie, la justice doit suivre son cours. Qu'on laisse la justice suivre son cours. Et j'en appelle ici au procureur général près la Cour de cassation. Si les inspecteurs, si le dossier est sur sa table, mais que la justice suive son cours. Et j'ai même appris que certaines personnes ont été interpellées. Il y a un conseil du ministère de l'économie qu'on a retrouvé à Dubaï. Et évidemment, si ceux qui sont à l'extérieur peuvent donner des éléments à l'Interpol, mais que ces messieurs, qu'ils reviennent dans le pays. On doit savoir, c'est l'argent. Lorsque nous disons le peuple d'abord, les 15 millions, c'est l'argent du peuple. Et le peuple, cet argent doit servir le peuple. Et dans tous les cas, c'est la justice qui va nous fixer sur la destination de cet argent qui devrait se retrouver dans les caisses de l'État. Et si Kingakati était derrière l'affaire? Bon, si Kingakati était derrière, je ne sais pas. Mais si c'est possible. C'est possible. Kingakati est derrière l'affaire. Vous voulez me dire que les millions de dollars sont à Kingakati dans la ferme? Et si c'était ça? Je ne sais pas. Si ces millions-là sont dans la ferme, je ne parle pas de la ferme de Kingakati, il y a plusieurs fermes. On doit savoir où ils sont et à quelle destination ils servent. Moi, il ne faut pas dire Kingakati, vous n'avez pas vu Kingakati, vous n'avez pas vu ceux qui ont signé. Dans tous les cas, comme c'est un dossier judiciaire maintenant, tout le monde, il y a la présomption d'innocence qui joue. Le procureur général de la République, près de la Cour de cassation, doit faire son travail pour que le peuple puisse savoir
Où sont passés les 15 millions de dollars? Et si le président suspendait son cabinet pour permettre à la justice d'enquêter calmement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Non, mais pour enquêter, est-ce qu'on a besoin de suspendre? Mais comment on va enquêter sur Pas- un, pas- sur vous un savez- directeur de cabinet alors qu'il est libre, il a tout le pouvoir de tout, de tout falsifier ou Non. d'entraver même. Est-ce qu'on vous a dit que le procureur général l'a convoqué? Si le procureur général de la République convoque le directeur de cabinet, le directeur de cabinet va aller, il devra aller. Vous vous rappelez l'affaire de rugby, on parlait de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Dans l'affaire de Rugby Association, un juge, et je ne sais pas, j'espère que ça ne prend pas trop de temps pour votre émission, Non, un juge de Pretoria qui convoque Nelson Mandela. Vous avez en Afrique du Sud. C'est pourquoi la justice également doit faire son travail là pour punir les délinquants. En Afrique du Sud, le juge de Pretoria, l'équivalent des grandes instances, la Gombe, il peut convoquer le président de la République. Je rappelle parce que ça ne s'entend pas bien. En Afrique du Sud, un juge comme celui de Matete peut convoquer le président de la République. Ça c'est constitutionnel chez eux. Oui, et c'était arrivé avec Nelson Mandela. Et il est parti. Donc, il ne faut pas dire que Vital Kamere, le directeur de cabinet, ne va pas répondre. Où est d'abord la convocation? Est-ce qu'il a été convoqué? Il a refusé? Il n'a pas de convocation, mais il a interrompu une action des inspecteurs. Il leur a demandé de revenir parce que ça n'était pas de leur compétence de le faire, que la forme avait été... Mais l'affaire est déjà devant la justice. Oui. Donc, on ne peut plus aller à... L'affaire est... Le parquet général a déjà été saisi. Alors, c'est à lui de faire son travail. Est-ce qu'il voulait entendre le directeur de cabinet du chef de l'État qui a refusé? Je n'ai pas vu ça. Est-ce qu'il voulait entendre un ministre qui a refusé? Je n'ai pas vu ça. Je suis certain que le jour où il va désirer entendre l'une de ces personnalités, mais parce que nous parlons de l'état de droit pour lequel nous nous sommes battus et nous allons continuer à nous battre. L'état de droit, c'est cela. Le jour où ils seront invités à présenter des explications, je ne doute pas un seul instant que le directeur de cabinet ou toute autre personnalité va se présenter devant le procureur général. Et le président de la République, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il est cité lui aussi dans un rapport, on parle qu'il aurait eu, lui, 6 millions de dollars et que M. Vital Kamere aurait eu 3 millions de dollars et que les autres se seraient partagés 2 millions, 1 million et ainsi de suite. C'est comme ça que les 15 millions de dollars ont été distribués. Est-ce que le président va-t-il se prononcer? Parce que depuis, il ne s'est pas prononcé. Bon, je pense que le président n'a pas raison de se prononcer. Il s'est déjà prononcé autrement. Pourquoi il n'a pas besoin de se prononcer? Vous savez, l'article 148 de la Constitution dit « La justice est rendue au nom du peuple. Les arrêts et jugements des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. » Mais l'inspecteur général qui saisit le parquet général, mais il est sous l'autorité du chef de l'État. Vous voulez que le chef de l'État s'exprime comment? Vous pensez que l'inspecteur, je rappelle, l'inspecteur général qui saisit le parquet est sous l'autorité du chef d'État, c'est-à-dire le chef de l'État lui-même veut voir clair. Il n'a pas besoin de parler lorsque l'enquête judiciaire marche. Et puis là aussi, je crois qu'il faut féliciter un peu le changement, il faut se réjouir du changement qui s'est passé dans notre pays. Mais vous savez, sous l'Ancien Régime, est-ce que vous pouvez vous imaginer le moindre instant que l'inspecteur général fasse le travail qu'il a fait? Impossible. Et pourtant, vous avez entendu des milliers de, pas 15 millions, des milliards de dollars investis dans les îles Vierges et des commissions, des pots de vin, des pas de porte avec les anciens directeurs de cabinet du chef de l'État. Comme ça, mais il y a d'autres qui pensent que Kinga Kati aurait instrumentalisé les agents de l'ANER, les agents de l'inspection générale des finances pour perturber effectivement l'ordre de la présidence, pour bafouer tout ça. Vous pensez que c'est aujourd'hui l'heure de la démocratie, ils travaillent, mais d'autres pensent finalement qu'on les a donné l'ordre ailleurs. Mais écoutez, donner l'ordre aux inspecteurs? Oui. Non. Ils dépendent du chef de l'État. C'est l'esprit de transparence du nouveau régime. Oui. Oui. Ailleurs, mais ces gens-là, ils seraient arrêtés. Ils seraient dans les cachots de l'ANER que vous connaissez des tristes mémoires. Personne ne parlerait. Mais il faut se réjouir. Parce que lorsque vous voyez déjà les inspecteurs des finances qui dépendent, qui sont sous l'autorité du chef de l'État, entrer dans une certaine contradiction avec le directeur de cabinet. Et le chef de l'État, là, c'est ça le signe, le changement un peu qu'on attendait. Il n'y a pas que 15 Parce que millions, dans il y a le aussi temps, 35 millions de dollars. qu'il y ait 35 millions de dollars. Vous avez eu, moi je n'ai pas entendu parler de 35 millions de dollars. Il y a 35 millions de dollars sur l'affaire des maisons préfabriquées. Bon, dans tous les cas, qu'il s'agisse de 100 millions, d'1 milliard sous ce régime de Félix Tshisekedi, on sera intolérant vis-à-vis des corrupteurs et des corrompus. Que la justice fasse son travail. S'il y a une affaire de 100 millions, que la justice fasse son travail.
Nous n'allons pas, vous savez, à l'UDPS ou dans les partis du changement, mais les gens ne sont pas pour rien, M. Christian. Les gens sont morts pour l'état des droits. Et je l'ai déjà dit, quand bien même vous me trouverez, évidemment, je ne suis pas au gouvernement, ça va venir. Mais si je suis au gouvernement, qu'est-ce qui va venir? Je serai au gouvernement ou peut-être je serai président de la République. Attendons voir. Ou le Premier ministre. Bah, ça, c'est bonne chance pour vous. Et Christian, si vous êtes en train d'animer vos émissions, on vous dit que le pauvre André Mbata est dans une magouille, venez. Et vérifiez si c'est le même professeur André Mbata. On ne doit pas tolérer, même si la magouille venait de la famille, ça c'est intolérable. On ne va pas tolérer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant? Faut-il laisser la justice? Il faut laisser la justice suivre son cours. Je dis, il y a la présomption d'innocence. Vous dites si Kingakati a manipulé. La justice va nous dire si c'est Kingakati. Oui. Ouais. Et si c'est Kingakati, qu'est-ce qu'on fait? La justice va établir la responsabilité. Parce que pour le moment, et Kingakati, tout le monde est présumé innocent, que la justice fasse son travail, mais tout c'est lui qui est là-bas. Et il n'y a pas que cela. Parce que l'audit, ça, vous parlez de la présidence de la République. Mais ces ministres qui viennent de quitter, qu'est-ce qu'ils ont laissé dans les caisses de l'État? Personne ne nous a dit ça, monsieur le professeur. Alors vous incombez la responsabilité. Vous venez. Donc ces enquêtes donnent tous ces ministres qui viennent de partir. Oui. Bon, parce qu'on est très gentil envers eux. J'ai une bonne nouvelle à leur annoncer. Oui. C'est que la Constitution prévoit que dans 30 jours, je voulais garder ça j'aurais gardé ça si j'étais de mauvaise volonté. Il y a l'article 9. Dans 30 jours, qui en parle? Chacun d'eux doit déposer la liste de ses biens et de son patrimoine. Ils sont encore dans les Nous sommes déjà dans moins de 30 jours. Oui. Si ce délai-là passe, on va comparer la liste que vous avez déposée avant d'entrer au gouvernement et la liste quand vous sautez au gouvernement. Si vous êtes entré au gouvernement avec 2 vélos, vous sautez avec 10 maisons, ces gens doivent être poursuivis. Alors, et ça, ce sont des choses, il n'y a pas que cette histoire. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent arriver. Vous êtes arrivé au gouvernement, vous étiez locataire, tout le monde sait que vous étiez locataire. Vous êtes sorti avec des hôtels, où est-ce que vous avez eu l'argent? Cette liste-là, avec les hôtels que vous avez acquis pendant que vous étiez au gouvernement, le peuple congolais doit savoir où vous avez eu l'argent. Vous qui étiez locataire, vous qui n'aviez pas de véhicule, vous sortez maintenant, vous avez 30 véhicules. Ça, le peuple doit suivre. Et il n'y a pas que les 15 millions. Donc, tout c'est ça. Professeur, on va aller pour parler de votre proposition, parce que c'est avec ça qu'on va terminer. Monsieur le professeur, jusqu'aujourd'hui, monsieur Kabila n'a jamais présenté ses avoirs en vertu de l'article 9 de la Constitution. Monsieur Ilunga, le professeur, votre collègue professeur, lui non plus, il n'a présenté ses biens. À moins que vous m'informiez autrement. Mais jusque-là, il n'a pas encore présenté ses biens. Est-ce qu'on va compter les 30 jours ou on va compter les temps qu'il a été Premier ministre? Alors, est-ce que les ministres qui vont suivre, les membres du gouvernement, vont-ils s'aligner sur quel leadership? Est-ce qu'ils vont copier le président de la République? Est-ce qu'ils vont copier leur autorité morale? Est-ce qu'ils vont copier leur chef direct, qui est le Premier ministre? Comment va se passer l'article 9 de la Constitution, son application? Voilà. Ilunga Ilunkamba a été investi Premier ministre. Ça compte. Les 30 jours, c'est à partir de ce jour-là. Et pour tout le monde. Alors, c'est déjà dépassé? Non, à partir de l'investiture à l'Assemblée nationale. Parce que c'est là qu'il est entré en fonction. Très bien. Mais c'est déjà consommé pour M. Kabila. C'est déjà consommé, on doit savoir. Parce que 30 jours, vous le rappelez. Voilà ce qui est une bonne chose d'avoir des gens dans la presse qui connaissent, qui sont aussi des juristes. Merci. Et qui connaissent les textes. Mais à la sortie, 30 jours après, le président sortant, honoraire, doit déposer la liste de ses biens. C'est la Constitution qui le dit. Sinon, mais la Cour, le parquet doit se saisir de cette affaire. Mais pourquoi il ne se saisit pas, monsieur le professeur? Bon, c'est un message. Parce qu'il n'y a pas de prescription. Le message est donc envoyé au procureur général de la République, près de la Cour de cassation. Si vous aviez oublié cet article de la Constitution, monsieur le procureur général, près de la Cour de cassation, nos autorités ont l'obligation de déposer la liste de leur patrimoine à l'entrée en fonction ou bien à la sortie. Et il n'y a pas de prescription. Est-ce que vous demandez au juge d'arrêter Kabila? Non, il n'y a pas que lui. Pourquoi il n'y a pas que lui, tous ces ministres, même des anciens premiers ministres. Et tous ces gens, en réalité, qu'est-ce qu'il faut dire? Il n'y a pas de prescription. Tous nos anciens premiers ministres. J'espère que M. Mouzito a déposé également la liste. Parce qu'il n'y a pas de prescription. Alors vous ouvrez une boîte à Pandore, monsieur le professeur. J'espère que Matata Pogno a déposé la liste pour qu'on compare la liste des biens qu'il avait déposé quand il est entré en fonction et la liste des biens qu'il avait quand il est sorti. C'est ça la Constitution.
Donc, qu'on ne nous en veuille pas. Et j'espère que le président de la République, le président honoraire, a également déposé la liste. Peut-être il l'a fait. Pourquoi vous dites qu'il n'a pas déposé? Non, parce que rien n'a filtré. Ah, le parquet doit nous le dire. Oui. Parce qu'il doit voir. Moi, je suppose qu'il a déposé. J'apprécie l'ironie que vous faites, mais attendons voir Non, comment ça va se moi, je suppose que M. Kabila a déposé parce que c'est la Constitution. Et on nous a dit, tout le monde, c'est le père. Il y en a déjà qui l'appellent, pas à tort, le père de la démocratie, de l'état de droit. Bon, je suppose qu'il a déposé la liste, mais tous ces gens-là ont déposé la liste de leur patrimoine. Félix Tshisekedi avait déposé la liste. Clair, on a vu. C'était clair. Les autres, ils ont une chance. Vous leur donnez une chance à travers votre émission. Oui. Parce que certains allaient oublier. Et M. Tchibala qui est parti, il ne l'a pas fait malheureusement. M. Tchibala, Il ne l'a pas fait. Il n'a pas présenté les biens. pourquoi vous lui donnez une chance? Il a encore 30 jours. Attendons voir comment ça va se passer. Hein? Alors, M. Tchibala a vraiment la chance avec cette émission. Oui. De le faire. Parce qu'au moins, on sait comment il est arrivé. Moi, je crois qu'il devait vous payer. M. Tchibala a 30 jours, on n'est plus dans 30 jours, il doit déposer la liste des biens de son patrimoine. On doit voir clairement qu'est-ce que l'ancien Premier ministre, pas seulement lui, et tous ces ministres qui sont partis, et tous ceux qui faisaient l'intérim, combien ils avaient quand ils sont entrés au gouvernement, et la liste quand ils sortent du gouvernement. Mais attention, si vous êtes passé du gouvernement de Tchibala au gouvernement de Sylvestre Ilunkamba, vous n'êtes pas exempté. Ne dites pas non, j'étais dans le gouvernement. Non. Déposez, vous devez faire 2 déclarations. Oui. Si vous étiez dans le gouvernement de M. Tchibala, vous devez faire 2 déclarations. 1. Dans les 30 jours, déposez d'abord la liste de votre patrimoine. De votre patrimoine. Qu'on compare avec l'ancienne quand vous étiez entré en fonction. Et vous allez déposer une nouvelle liste maintenant que vous commencez comme ministre pour les 30 jours. Comme ministre membre du gouvernement de professeur Sylvestre Ilunkamba. Espérons que ça va aller, mesdames et messieurs. Vous avez suivi le débat. Alors, on va terminer. La toute dernière question, c'est que monsieur le professeur honorable André Mbata est allé déposer sa proposition de loi sur la corruption. Monsieur le professeur, moi j'ai envie de vous poser la question. Comment se porte la corruption au Congo? Il paraît que la corruption est obèse. Elle est en très bonne santé au Congo. Vous savez, l'une des contributions qu'on fait à ce Parlement, c'est qu'on ne fait pas que des propositions de loi. La fois passée, j'ai présenté une proposition de loi portant abolition de la peine de mort. La peine de mort sera abolie dans ce pays. Et c'était en appui avec mon ouvrage que j'avais écrit sur l'abolition de la peine de mort. Je viens de déposer, celle-ci c'est contre la corruption. Et en appui, j'ai fait des photocopies. C'est un chapitre de mon ouvrage. Mais c'est en anglais, on dirait. C'est en anglais. D'accord. Comme expert de l'Union africaine en matière de lutte contre la corruption en Afrique. C'est totalement en anglais? C'est totalement en anglais. Merci, monsieur. Alors, c'est sur cette base, donc, on a notre pays est l'un des pays les plus corrompus de la planète. Lisez le rapport de Mo Ibrahim Foundation, lisez le rapport de Doing Business, lisez le rapport de Transparency International, qui établissent que le pays est l'un des pays les plus corrompus. La corruption, c'est un cancer qui s'est métastasé dans tout le corps social. Il n'y a aucune institution qui échappe. On dirait que nous sommes tous des corrompus dans ce pays. Même l'alternance ne nous a pas sortis de la corruption. Non, c'est pourquoi Félix Tshisekedi insiste. Et pourquoi il devra insister. Et il devra sévir, pas seulement insister. Et on doit l'aider à cela. La corruption, nous sommes l'un des pays les plus corrompus de la planète. Vous voulez être employé, vous devez aller corrompre. Vous voulez une promotion, vous allez corrompre. Passer des classes. Vous êtes étudiant même dans certaines universités, pas dans mon cours, j'ai passé mon examen. Des professeurs d'université sont corrompus, des assistants corrompus, des chefs de travaux corrompus, des chefs de travaux, des policiers corrompus. On doit y mettre un terme. Alors comment faire, monsieur le professeur? Parce que dans la Constitution, lorsque vous voyez l'exposé des motifs, parmi les valeurs qui ont présidé à l'organisation des institutions, il fallait lutter contre les objectifs majeurs, il fallait lutter pour la bonne gouvernance et combattre l'impunité. Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant en étant assis sur la corruption. Les investisseurs ne viendront pas lorsque nous sommes corrompus. Et vous savez, dans la corruption, il y a le corrupteur et le corrompu. Oui. Et très souvent, nous sommes nous-mêmes actifs, agents de la corruption. Lorsque vous devez donner l'argent pour un service qui ne valait pas la peine. Mais nous contribuons à la corruption, mais changeons de mentalité. C'est pourquoi la proposition de loi, j'espère que ça va passer,
Nous sommes l'un des pays les plus corrompus de la planète Terre. On doit y mettre un terme. Vous rédigez cette proposition, monsieur le professeur, il faut rappeler, sous un climat de corruption, il faut le dire. On a un Sénat présumé des corrupteurs et des assemblées provinciales présumées de corrompus. Est-ce que vous pensez que ça laisse déjà un avenir désastreux pour ce pays ou il y a encore de l'espoir pour changer les choses et comment? Il y a de l'espoir. Moi, je ne suis pas parmi les défaitistes. Il y a de l'espoir. Et ce peuple, lorsque nous disons le peuple, d'abord, ça ne doit pas être un slogan. C'est un peuple qui surveille. La démocratie, c'est le gouvernement d'un peuple debout, un peuple vigilant, un peuple qui surveille le gouvernant et un peuple qui réclame qu'on puisse lui rendre des comptes. Donc, avec cette proposition de loi, on devrait même arriver à avoir une ligne de téléphone, une ligne gratuite, pour que lorsqu'il y a un cas de corruption dans une entreprise donnée, on sonne. On n'a pas besoin de connaître les dénonciateurs. Lorsque vous allez dans un ministère, vous arrivez, on vous demande de l'argent. Vous appelez un numéro 00, on va trouver un nombre, vous appelez immédiatement. Mais il y aura besoin de preuves. Vous allez au gouvernement. On va investiguer. Et pour cela, c'est un cas, les dénonciateurs ne devront pas être sanctionnés. Mais malheureusement, ils ne devront pas être sanctionnés. Vous avez un article de la Constitution sur l'article. Bon, ça aussi, ça vous oblige à ne pas dénoncer. La proposition de loi sur la corruption va également avoir un chapitre pour la protection des lanceurs d'alerte. Et ils sont nombreux dans ce pays. Vous savez, tel a été corrompu, tel a caché son argent telle part. Tel, avant d'être chassé du gouvernement, il est venu cacher ses véhicules là-bas. Il faut dénoncer ces gens-là. On devra mettre une ligne téléphonique directe. Lorsqu'il y a un cas de corruption, on vous demande l'agent ici, cela, vous pressez sur la ligne et il y aura une agence, dans ma proposition, une agence nationale de lutte contre la corruption que j'appelle ANAC, Agence nationale contre la corruption, qui sera un organisme doté d'une autonomie et qui ne dépendra pas d'un directeur de cabinet, qui ne dépendra pas d'un ministère, mais le souhait est qu'il dépende du président de la République lui-même et que cette agence puisse faire mieux le travail que celui, par exemple, que faisait le professeur Luzolo. Mais il y a l'INACO aussi, une association... Ça, ce sont des associations, mais ici, ce sera une agence publique. Alors, monsieur le professeur, allons-y parce qu'on va terminer. Ouais. J'aimerais savoir un peu sur la question, la profondeur de votre question. Parce que le code pénal que vous connaissez, le droit pénal, c'est un robot, c'est un droit qui n'applique que sur les faits. Mais quand quelqu'un va appeler dans une ligne et dénoncer un cas, quelle est la crédibilité de sa dénonciation? Sa dénonciation va porter sur quel type de choses? Est-ce qu'il va dire, il va donner les détails comme il faut? Est-ce que le juge, le procureur ou la ligne en question va enquêter après? Est-ce que lui n'aura pas peur pour sa vie? Comment vous allez faire pour... Il sera protégé à ce stade, Christian. Oui. À ce stade, c'est une proposition de loi. Oui. Évidemment, il y a des détails que je n'ai pas besoin de donner maintenant. Oui, mais la mise en place... Oui. Ce pays, on doit lutter contre la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs, dans les provinces, dans les entités, dans les communes, dans les services des cadastres, dans l'enseignement supérieur universitaire, dans les universités, partout, dans les entreprises publiques. On doit lutter contre la corruption et la corruption sous toutes ses formes. Et la corruption rime avec le trafic d'influence aussi. Ce sont des cas. Le blanchissement des capitaux, évidemment, nous devons en arriver. Si nous voulons effectivement bâtir un pays plus beau qu'avant, si nous voulons un Congo grand, un Congo prospère, dont rêvait encore le président Félix Tshisekedi dans son message il y a quelques jours, nous devons changer de mentalité et combattre la corruption. Même si c'est votre frère qui est corrompu, il faut le dénoncer. Nous n'avons pas besoin de corruption. Est-ce que vous pensez aussi au train de vie des gens avant de parler de la corruption? Parce qu'il y a des gens qui sont mis dans des conditions de corruption, monsieur le professeur. Vous n'allez pas demander à un père de famille qui a 7 enfants à nourrir, dont un enfant est malade de cancer, un autre a un problème de santé. Vous ne demandez pas à ce monsieur qui gagne $70 de se taire ou de ne pas prendre de l'argent. Est-ce que vous n'allez pas travailler sur les trains de vie et tout le reste pour les mettre finalement à l'abri de la corruption? Bon, il faut travailler sur tout ça. Oui. Il faut travailler sur tout ça. C'est pourquoi il y a des programmes. Le gouvernement nous a dit qu'on va travailler pour l'amélioration des conditions de vie. Oui. Les fonctionnaires, les enseignants, on doit améliorer leur salaire. On doit créer des emplois pour la jeunesse. Et même pour les chégués ici, on doit également essayer de les caser. On doit travailler sur ces plans-là. Mais attention, il ne faut pas toujours justifier la corruption parce qu'on est mal payé. Oui. Il y a des pays dans lesquels la lutte contre la corruption est sérieusement menée, mais les gens ne touchent pas des millions de dollars. Et je vais vous dire une chose.
Mais les plus corrompus sont même les gens qui gagnent le plus. Et les plus corrompus sont des ministres. Ils peuvent être des députés, ce sont même les plus corrompus. Ceux qui sont à la tête de l'État qui gagnent même le plus. Et il n'y a pas que ça. Il y a les entreprises publiques, toutes ces sociétés étrangères. Vous avez les Indiens, les Libanais, les Chinois, mais ils sont dans les magouilles de corruption. Chacun a son général pour le protéger, chacun a son officier, je ne sais d'où. Donc, on doit combattre absolument la corruption et j'espère que le peuple va soutenir, le peuple d'abord. Vous savez, l'article 58 de la Constitution donne le droit à chaque Congolais de jouir des ressources nationales. Et l'État a le devoir de répartir équitablement les ressources nationales. Mais comment est-ce que nous allons jouir de nos richesses lorsque la corruption devient un mode de gouvernement dans ce pays? Et c'est pourquoi je félicite, il est heureux que le président de la République insiste là-dessus. Et c'est en fait pour soutenir également cette vision du peuple d'abord, parce que quand on lutte contre la corruption, on veut plus de ressources nationales, on veut que les gens vivent mieux. Cette proposition, dès lors comme la première, n'a qu'un seul objectif, c'est mieux servir les peuples d'abord. Mesdames et messieurs, c'en est fini. C'était un honneur pour moi. Mais nous allons rentrer dans notre dernière phase, vous le savez, face à la caméra, où le prof répond à des questions simples. C'est des questions venant de vous, mais nous essayons simplement de mettre un peu d'intelligence. Ce sont des questions que les gens disent, des questions pièges, ils n'aiment pas beaucoup. Monsieur le professeur, vous êtes prêt? Oui, je réponds toujours aux questions. Très bien. Monsieur le professeur, vous allez regarder la caméra. Monsieur le professeur, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est pris dans le piège de deux alliances? La première avec Kabila, la deuxième avec Vital Kamerhe, un ancien kabiliste. Est-ce que vous pensez qu'il est très mal parti? Bon, non, je pense que Félix Tshisekedi est dans une situation difficile et tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne. Il est président de la République. Il doit diriger avec un premier ministre qui vient d'une autre majorité. Il a plusieurs alliances. Et puis, il a aussi un parti, l'UDPS, qui doit marcher. Donc, il travaille dans une situation inédite et dans une situation difficile. Et sa grandeur va dépendre de la façon dont il s'en sort. Et je pense qu'il a les capacités et les ressources pour s'en sortir. Monsieur le professeur, est-ce que vous ne pensez pas que Félix Tshisekedi, le Congo, est plus grand que lui? Mais absolument. Le Congo doit, non seulement il doit être plus grand que lui, le Congo est plus grand que chacun de nous. Dans sa complexité de gestion. Ça ne le dépasse pas. Il est plus grand que quiconque. Personne ne peut valoir que le Congo. Le Congo est plus grand que chacun de nous. Il est plus grand que Félix Tshisekedi. Il était déjà plus grand que Joseph Kabila. Il était déjà plus grand que Mobutu. Le Congo est plus grand, mais aussi le Congo, c'est le bien le plus précieux que nous avons reçu de nos aïeux et même de Dieu et que nous devons servir. C'est pourquoi servir le président de la République et tous ceux qui sont aux affaires doivent comprendre que le pouvoir n'a aucun sens. Et je mâche les mots, je répète lentement. Le pouvoir politique n'a aucun sens s'il ne vise pas le bien du peuple souverain. Croyez-vous en Vital Kamerhe, dans sa sincérité, à côté du président de la République? Bon, Vital Kamerhe, le problème de sincérité, c'est un problème assez sérieux. Je ne sais pas, il a dit ce qu'il pouvait, je pense qu'il est sincère, je pense, mais c'est ce qu'on lui reproche. J'ai dit qu'il est encore innocent. Je ne sais pas, sinon je risque d'accuser les gens, mais tout ce que je sais, c'est que Vital Kamerhe est un ami. Quelle est la corruption la plus dangereuse aujourd'hui? C'est quelle corruption qui est la plus dangereuse? Celle des institutions, celle des individus, la grande, la petite? Bon, moi je dis la loi contre la corruption, la proposition vise à lutter contre toutes les formes de corruption. La grande ou la petite, il n'y a pas de petit diable, mon cher ami. Il n'y a pas de petits diables et de grands diables. Le mal, c'est le mal. Donc, la proposition de loi, il nous faut condamner et la grande corruption, qui est évidemment plus sérieuse, qui entraîne beaucoup des millions et des milliards, qui est parfois l'effet des entreprises publiques. Et il nous faut également condamner la petite corruption. Aucune corruption ne peut être justifiée. Quel est le parti qui a consacré, selon vous, la corruption en RDC? Bon, je ne sais pas, mais ce sont surtout les hommes. Parce que vous savez, les partis sont des machines. Un parti ne fait rien. C'est comme la Constitution ne fait rien. Mais ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui font le parti. Quel type d'hommes? Bon, ce sont les hommes corrompus. Évidemment, ce qu'il y a ici, par exemple, maintenant, l'héritage que nous avons dans ce pays, parce qu'on parle du changement maintenant, et que même le gouvernement de Ilunga parle du changement.
C'est que la corruption, telle qu'elle est, nous avons hérité de l'ancien régime. Vous l'attribuez à quel régime? L'ancien? L'ancien régime, Kabila? oui, qui a hérité aussi d'autres régimes, oui. Mais pas est-ce que tout le monde en parle actuellement? Est-ce que c'est un secret pour personne? On l'a hérité. Félix Tshisekedi n'a pas amené la corruption. Donc nous l'avons hérité de l'ancien régime et nous l'avons même un peu hérité aussi de nous-mêmes. Parce que lorsque nous disons que ce n'est pas seulement le fait des gouvernants, mais c'est le fait de tout le monde. C'est pourquoi il faudra, dans le cas du changement de mentalité, il faudra que chacun de nous, nous puissions nous remettre en cause. Mais moi aussi, j'ai participé à la corruption. Comment j'ai participé à la corruption? Lorsque j'ai donné l'argent à quelqu'un qui dit que c'est un cadeau, alors que c'est son travail. J'ai indirectement participé à encourager la corruption. Lorsque vous arrivez quelque part, vous ne devez rien remettre, mais quelqu'un vous dit non, ne fût-ce qu'un savon, ne fût-ce qu'une bière, vous donnez. C'est la corruption. Moi aussi, j'ai participé à la corruption dans ce sens-là. Alors, il nous faut changer de mentalité. Il faut que chacun de nous laisse mourir une partie de lui-même. Cette partie-là qui était moulée dans la corruption, que nous devenions des hommes nouveaux pour faire avancer notre pays. Je me rappelle que le président va être en Afrique, en Belgique dans peu de temps. Il y a certains Congolais qui ont promis de saboter son arrivée, d'autres ont promis de l'accueillir. Est-ce que avez-vous une position, monsieur le professeur, par rapport à ça? Bon, mais la position est simple. Le président de la République démocratique du Congo va en Belgique. La communauté congolaise doit accueillir le président de la République et bien l'accueillir. Et les autres ont dit qu'ils vont saboter ça. Bon, évidemment, nous avons toujours parmi nous aussi des délinquants, et ainsi de suite. Mais vous pouvez ne pas aller. Vous n'êtes pas obligé, c'est comme ici. Nous sommes au pays, déjà, ça s'est fait au pays. Il y a des gens ici, vous pouvez dire n'importe quoi, vous critiquez Félix Tshisekedi. Ce n'est pas comme l'ancien régime où vous critiquez Félix Tshisekedi, le président de la République, on vous jette à la prison de l'année. Les gens le critiquent ici. Vous pouvez, les Congolais ont le droit de s'exprimer. Ils ont le droit d'exprimer leur doléance au président de la République. Mais comme dans le pays, nous disons déjà, il nous faut une opposition républicaine. Mais vous n'avez pas besoin de casser. Donc, allez lui dire, pas de tomates, pas de casse, pas de tomates. Ouais. Et puis à l'extérieur, montrez-vous digne. Parce que sinon, les étrangers vont se moquer de vous. Et les Belges eux-mêmes se préparent. Le président de la République sera en Belgique. Je crois qu'il faut lui réserver un grand accueil. Mais c'est le changement que nous attendions. Et ceux qui sont en Belgique, lorsque nous nous battions pour la transition sans Kabila, de quel changement nous parlions? Lorsque nous voulions le changement dans ce pays, quel changement nous voulions? Et ici, je peux regarder en face, parce que c'est face à la caméra, je peux regarder les compatriotes en France où je me suis rendu, où j'avais dirigé la réunion de la société civile sur la transition sans Kabila et avec d'autres amis. En Belgique, j'ai tenu plusieurs de conférences aux États-Unis. Nous nous battions pour quel changement? Et le changement, il n'est pas encore total, mais le changement est là. Nous avons un nouveau président qui a la volonté de travailler pour le peuple d'abord et il faut l'aider. Parce que travailler contre Félix Tshisekedi dans l'état actuel des choses, c'est travailler pour l'ancien régime. C'est travailler à couvert. Donc voilà, j'espère que nos compatriotes vont bien l'accueillir. Ils ont des doléances, ils doivent les lui exprimer. Ils ont le droit, ils ont des inquiétudes. Ils doivent le lui exprimer. Je crois que le président Félix Tshisekedi est disposé à entendre nos compatriotes. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur, d'avoir participé à cette émission et surtout avoir répondu à la question et nous réserver la primeur de la loi portant sur la corruption. J'aurais souhaité qu'on le fasse encore prochainement, qu'on en parle suffisamment. Merci beaucoup. Et vous êtes à la maison, certainement vous avez besoin de passer à cette émission. Et bien le plateau est là. La condition, soyez un acteur de la société ou professeur, frère à tout d'ailleurs. Et on va discuter sur les questions techniques de chaque chose dans notre République démocratique du Congo. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici.